Bonsoir et bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Frédéric Bigourou Kayabou, je suis le présentateur et l'initiateur de cette chaîne YouTube RDC Nouveau Départ. RDC Nouveau Départ, c'est une chaîne, c'est également une page Facebook qui vous parle des questions des droits de l'homme, des questions de la justice, des questions des droits des réfugiés aussi, des questions politiques. Nous faisons également des analyses politiques, des analyses sur des questions socio-économiques et culturelles, mais aussi sportives. Aujourd'hui, nous allons parler des questions ou bien des sujets ci-après. Premièrement, les rumeurs sur la mort prétendue, je dirais prétendue, du président rwandais Paul Kagame. Deuxièmement, le docteur Mukwege devant le Parlement européen. Compétence universelle des tribunaux européens pour juger les crimes commis sur la RDC ou bien commis sur le territoire congolais. Entre parenthèses, les rapports mapping. Et enfin, nous allons parler de la question des viols des élèves à Isiro et meurtre de 5 élèves enfants à Massissi en RDC. Merci beaucoup. Sans tarder, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la confiance que vous nécessitez de nous attacher. Merci pour tout ce que vous faites, vos compliments, vos commentaires, vos analyses, vos observations. Nous sommes très réceptifs et nous sommes vraiment très joyeux de vous voir très nombreux, de vous lire aussi des retours. C'est très encourageant. Ça nous donne vraiment, ça nous soulage quoi, c'est ce que je voudrais dire. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet, n'est-ce pas, de la prétendue mort du président rwandais Paul Kagame. Mais avant cela, je vais devoir vous présenter la source d'information et aussi, je vais analyser les faits de ma façon, selon ma compréhension. Et puis, je vous laisserai libre, n'est-ce pas, d'en déduire ou de donner votre position ou bien de prendre votre position. Parce qu'ici, chez nous, nous discutons des faits et nous essayons, n'est-ce pas, d'apporter des lumières et prendre notre position, mais sans toutefois influencer la vôtre. Est sans président. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Et je vais vous dire ça, je peux faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Donc ça, c'est un secret de polichinelle. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Je sais, au fait. Je suis conscient de ça. Et y compris peut-être des poursuites de la part des autorités rwandaises. Je suis tout à fait prêt. Je vous rappelle que nous avons essayé d'entrer en contact avec les autorités rwandaises, aussi bien la présidence qu'à l'ambassade. Il nous a été tout simplement répondu que la personne que nous recevions sur le plateau avait le droit de dire ce qu'elle veut et ça n'engageait qu'elle. Donc je signale toujours que les autorités sont les bienvenues sur Vox Africa. Nous n'avons pas de parti, un camp comme dans l'autre. Nous, c'est tout simplement des faits. C'est d'ailleurs dommage, on aurait aimé avoir un contradicteur. Il n'y en a pas, mais peut-être que lors d'une autre émission, on aura cette fois la version côté pouvoir. En attendant, c'est l'opposition. On avait pensé que c'était un cancer fulgurant dont il souffrait, mais en fait, c'était pas ça. C'était, ils ont dit nervous breakdown. Nervous breakdown, c'est que le cerveau était complètement, le système nerveux était complètement désintégré. Voilà, chers internautes,
c'est l'information que nous avons reçue et qui est à la une sur les réseaux sociaux. Et chacun est en train de l'interpréter de sa manière. Mais j'ai vu beaucoup de Congolais qui sont, je dirais, à l'extase, en effervescence. Ils sont très contents. Pour certains, c'est peut-être la fin de la guerre en RDC. Pour d'autres, c'est la fin de l'occupation. Et pour d'autres, enfin, c'est le salut, n'est-ce pas? Et il n'y aura plus de crise entre la RDC et le Rwanda. Et donc, c'est une victoire pour les Congolais. Ça, c'est une position de certains Congolais. Je suis les analyses sur les réseaux sociaux. Je les comprends tel que. Et je respecte ce point de vue, cette opinion. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter notre façon de voir les choses. Et la première question à se poser, en effet, est de savoir, est-il réellement mort? La deuxième question est celle de savoir, est-ce que la mort du président rwandais Paul Kagame serait la fin de la guerre en RDC, ou bien de l'influence rwandaise, ou bien de l'influence des multinationales en RDC? Voilà deux questions auxquelles je vais essayer, n'est-ce pas, de répondre. Alors, s'agissant de la première question, et d'abord je précise que, sous réserve de la version officielle des faits, le président rwandais n'est pas mort. Donc il faut qu'il y ait une communication officielle émanant du gouvernement rwandais disant, confirmant cette mort. Sans cette communication, donc le président est présumé vivant. Ça, c'est ma position. À la deuxième question, est-ce la fin, ou bien est-ce que ce serait la fin du conflit, ou bien de la guerre, de l'instabilité de la RDC, ou bien de l'Est de la RDC? Je pense, à mon humble avis, non. Pourquoi? Voici les éléments de réponse. Mon analyse se fonde sur ce qu'on appelle la théorie systémique. La théorie systémique des faits sociaux, la théorie systémique des phénomènes sociaux, qui consiste, n'est-ce pas, à comprendre, à étudier, à analyser un phénomène ou un fait social ou politique ou économique dans sa globalité, tout en tenant compte de l'interaction entre les éléments. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je prends les conflits dans la région du Grand Lac, j'essaie de les comprendre dans la globalité et la totalité. Je ne suis pas en train d'analyser les conflits récurrents dans la sous-région selon une conception, n'est-ce pas, cartésienne ou bien minimaliste. Plutôt, je les comprends dans la globalité et la totalité. En me situant, n'est-ce pas, sur les éléments ci-après. Il doit y avoir une interaction entre les acteurs politiques et au niveau national, au niveau congolais, et au niveau régional, ça veut dire les pays qui sont impliqués dans les conflits depuis l'invasion de la RDC, du Zaïre, ex-Zaïre, par l'AFDEL, accompagné par le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, l'Angola, soutenu par les multinationales et certains États occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, n'est-ce pas? Chacun de ces États à son niveau, bien entendu. Je comprends que le problème n'est pas minimal. La mort ou pas du chef de l'État rwandais ne serait pas la fin des conflits parce que lui étant un
élément du système, sa mort ne peut pas mettre fin à ces conflits qui a duré jusque-là pendant 2 décennies. Et donc, selon la conception systémique, ça me permet, n'est-ce pas, de comprendre ces problèmes, ces conflits dans ces contextes-là, le contexte global. Ce que veut dire, si dans l'hypothèse où le président rwandais était mort, me fondant sur cette conception systémique, bien entendu, il serait remplacé par quelqu'un d'autre. Et le système va continuer. Nous sommes dans une situation où des États, ou bien un État, ou bien 2-3 États de la région des Grands Lacs, ok? Est-ce que le son est bon? Maman Nicole, le son est combien? Si le son est bon, tu peux me faire un signe, un commentaire ou bien like. Est-ce que le son est combien? Bon, je suis en train de dire que la mort du président rwandais, ce n'est pas la fin du conflit ou bien de la guerre ou de l'instabilité de l'Est ou de la RDC en général. Parce que selon l'approche systémique du conflit ou des problèmes ou des faits ou des phénomènes, n'est-ce pas, l'absence d'un élément, n'est-ce pas, ne peut pas mettre fin à tous les systèmes. Par contre, l'absence d'un élément met fin à cet élément. Et cet élément-là sera remplacé par d'autres. Pour comprendre la notion de la théorie systémique, il faut lire, n'est-ce pas, Émile Durkheim, qui est un sociologue, n'est-ce pas? Il faut le lire. Allez sur Google, taper Émile Durkheim et la notion de lui, il appelle ça la théorie de la globalité et la totalité des faits sociaux. Parce que lui considère que les faits sociaux et les phénomènes sociaux, n'est-ce pas, sont totaux et globaux. Vous savez, pour les comprendre, il faut les analyser dans leur globalité et dans leur totalité. Il faut aussi lire Marcel Mauss. Ça pourra vous permettre de comprendre. Aux États-Unis, dans le système anglophone, on parle de la théorie de l'information. Ça veut dire, lorsqu'il y a, pour parler de l'information, je ne suis pas fort en télécommunication, mais j'ai quelques notions. Ça veut dire, il doit y avoir un feedback. Ça veut dire, il y a un codeur, il y a la source d'information, il y a codeur, et puis il y a canal, et il faut qu'il y ait aussi décodeur, et puis il faut qu'il y ait des récepteurs. Voilà comment est-ce qu'il faut considérer l'information. Appliquant ces principes dans la situation actuelle de la RDC ou du conflit dans la région des Grands Lacs, ça veut dire l'information vient du système. Ici, moi je peux considérer comme les multinationales, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Belgique aussi, n'est-ce pas, qui envoie un message. Deuxièmement, après, envoie ces messages aux pays dans la région du Grand Lac, les proxys, que ici je peux représenter par le Rwanda, qui est aussi un sous-système, n'est-ce pas, qui reçoit le message, l'interprète, n'est-ce pas, qui est considéré comme les codeurs, et va les transmettre en RDC. Et la RDC maintenant va décoder, et quand je parle de la RDC, je vois le système mis en place. Bonsoir cher MC Bakole, bonsoir cher Nicole, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Voilà, au niveau de la RDC, c'est le système politique mis en place qui va maintenant décoder le message.
Et en décodant le message, il va le transmettre à la population. Ça veut dire quoi? L'ordre vient d'en haut, l'Occident, les multinationales, qui sera, n'est-ce pas, envoyé en RDC, les décodeurs, partant par, ou bien partant via, ou bien en passant par les pays impliqués dans la sous-région, les Rwandais et l'Ouganda notamment. Donc, ce n'est plus un secret des polichinelles. Nul n'ignore qu'à moins que vous ne lisiez pas, que les Rwandais et l'Ouganda font ce qu'on appelle la guerre de proxy pour exploiter la RDC en faveur des multinationales. Donc, ce n'est pas un débat. Si vous vous en doutez encore, je vous prierai de lire les ouvrages. Il y a beaucoup de documents à ce sujet. Ça a été démontré plusieurs fois, n'est-ce pas? À travers le soutien rwandais aux groupes armés. Il y a beaucoup de sources, n'est-ce pas, qui sont disponibles, vous pouvez les lire. À ce sujet, vous pouvez aussi lire les rapports de Crisis International sur le Congo, n'est-ce pas? Ça en parle aussi. Il y a des documents écrits par, des livres écrits par Charles Onana, il y a des livres écrits par Pierre Payan, paix à son âme, même Patrick Mbeko. Il y a beaucoup d'ouvrages, même des rapports des Nations Unies qui ont démontré beaucoup de travaux sur des experts des Nations Unies sur la crise ou les crises récurrentes dans la région de Grand Lac. Ça a été prouvé. Je me souviens en 2006, j'avais lu un journal de Jeune Afrique qui disait, après la mort de Laurent Désiré Kabila, qui disait, c'était intitulé la mort d'un despote. Et à la une, c'était écrit, Paul Kagame a réussi à se trouver l'homme à la tête de la RDC. Ceci juste après les élections de 2006. Et donc, il faut lire pour se documenter. Je parle de ce que j'ai lu, je parle de ce que je connais, je n'invente rien. Et donc, je suis en train de dire que la mort du président rwandais ne peut pas mettre fin au conflit, parce que lui est considéré comme un élément du système. C'est comme un exécutant. N'est-ce pas? C'est juste un système. S'il n'est pas là, on remplace par quelqu'un d'autre. Et c'est la même perspective, c'est la même logique qui a soutenu, n'est-ce pas? C'est la même logique qu'on a observée lorsque Laurent Désiré Kabila était mort. Quand c'était un système, bien que Laurent Désiré Kabila, de son vivant, avait chassé ses alliés, et après ce dernier s'était replié, n'est-ce pas, au niveau de Goma à l'est pour créer un autre mouvement rebelle qu'on appelait le Rassemblement Congolais pour la démocratie, le RCD, dirigé par Azarias. Le problème avait continué. C'est ainsi qu'en imposant Joseph Kabila, et vous savez dans quel contexte, parce que c'était un système expliqué par la théorie systémique, la mort d'un élément comme Laurent Désiré Kabila, bien qu'ayant chassé, n'est-ce pas, ses alliés, n'avait pas mis fin à la présence du Rwanda, à la présence des Occidentaux et des multinationaux pour exploiter les ressources naturelles de la RDC, pour exploiter des richesses. Et voilà, avec Kabila, c'était la continuité. Et après Kabila, il y a Félix Tshisekedi. Donc la même théorie explique que c'est la continuité. Quand Joseph Kabila, plutôt quand l'actuel président de la RDC vous dit qu'il ne peut pas fouiller dans le passé, donc c'est un message. Quand il vous dit que les Congolais ne sont pas, qui sont morts, c'était par les effets collatéraux du génocide rwandais, c'est un message qui est codé. C'est un message qui est décodé parce qu'il a reçu de quelque part. C'est un système, l'ordre vient d'en haut et puis en bas on exécute. Maintenant, nous les récepteurs au niveau de la communauté, au niveau du pays, nous nous contentons seulement d'analyser le problème de manière simpliste. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi, en se basant sur la théorie cartésienne ou la démarche cartésienne, qui consiste à analyser les faits, les problèmes de manière particulière, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas comprendre, ce qui se passe dans le monde.
Et donc, pour me résumer, je considère que la mort du président rwandais ne peut pas mettre fin au conflit entre les deux pays, ou encore ne peut pas mettre fin à l'exploitation, ou bien à l'exploitation des ressources naturelles de la RDC, ne peut pas aussi mettre fin à la crise, ou bien ne peut pas conduire à la stabilité de la RDC. Parce que les ordres viennent d'en haut et qui sont exécutés par un élément, une personne au niveau du Rwanda, et qui, à son tour, n'est-ce pas, transmet les ordres, les instructions au niveau de la RDC. Donc, c'est un système. Donc, la théorie systémique me permet, n'est-ce pas, de comprendre le problème dans sa globalité. Et donc, je dis que, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, la RDC va continuer. Tant que les Congolais ne se libèrent pas, ne disent pas non au système mis en place, n'est-ce pas, dans leur pays. Donc, je crois que je me suis fait comprendre par rapport à ce premier élément ou bien ce premier sujet. Bonsoir, Dan Nicole. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Je finis avec le premier sujet. J'aborde le deuxième sujet. Le docteur Mukwege devant les parlementaires européens. C'était hier, lundi, le 31 août 2020, lors de la réunion de la sous-commission des droits de l'homme des députés européens, n'est-ce pas, Union européenne, en vidéoconférence, le docteur Mukwege a intervenu et a donné son point de vue. Il a parlé de la situation des droits de l'homme devant les députés européens réunis seulement en sous-commission des droits de l'homme au sein de l'Union européenne. Dans son intervention, bien sûr, il a parlé de beaucoup de sujets, mais moi, j'ai retenu, n'est-ce pas, ce qui suit. Il a parlé de ce qu'on appelle la compétence universelle des juridictions européennes. Quelle est la source de cette information? Bien sûr, vous pouvez consulter ma page Facebook Nouveau Départ. J'ai publié, j'ai partagé même les directs, n'est-ce pas? La conférence est en direct. Mais aussi, je vais, n'est-ce pas, vous lire... il a parlé de... Voilà. J'ai voulu Pix, ça c'est une revue, je crois, c'est pas belge, je crois. Voilà. Voilà, Belga, c'est le nom, c'est Belga. Je crois que c'est une revue. Oui, c'est intitulé le prix Nobel de la paix 2018. Le docteur Mukwege, visé par des menaces de mort en RDC, a appelé lundi les eurodéputés à soutenir son plaidoyer pour la justice dans son pays, où les massacres se poursuivent. Ça, c'est le titre. Maintenant, je suis au 1, 2, premier paragraphe, deuxième, troisième. Au troisième paragraphe de ce journal, maintenant, on dit que le docteur Mukwege, il dit, je cite, « Nous appelons tous les États européens à faire usage du principe de la compétence universelle pour poursuivre ou extrader, n'est-ce pas, tous les auteurs présumés des crimes les plus graves commis en RDC, a-t-il dit. Le journal poursuit. Nous espérons que le Parlement européen va s'engager par une résolution forte en vue de soutenir la mise en place et la mise en œuvre d'une stratégie de justice globale dans ces pays, a-t-il poursuivi, appelant à l'application des recommandations du rapport Mapping à l'ONU sur les violations des droits de l'homme commises entre 1993 et 2003 en RDC. Il préconise notamment l'instauration de chambres spécialisées mixtes
entre parenthèses, magistrats congolais et internationaux, je ferme la parenthèse, au sein des juridictions congolaises et la mise en place d'une commission de la vérité et de la réconciliation. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'a intéressé? Bien sûr, là, il a aussi parlé de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Qu'est-ce qui m'a intéressé? Et ce sera le sujet du jour, après celui de la mort prétendue du Paul Kagame. Ce qui m'a intéressé ici, dans ce propos, c'est la compétence universelle. Parce que tout le monde n'est pas juriste. Je vais devoir, n'est-ce pas, vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par la compétence universelle en droit, quelle peut être sa source, et quelles peuvent être, n'est-ce pas, les limites, et quels sont les pays. Je vais tenter d'essayer d'expliquer ou de parler des pays qui ont eu, n'est-ce pas, à faire appliquer cette compétence ou ce principe. Et quelles sont les affaires, n'est-ce pas, qui ont été, n'est-ce pas, abordées en vertu, n'est-ce pas, de ce principe. Voilà. Je vais devoir commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par la compétence universelle. Avant de revenir sur le principe de la compétence universelle et le rapport mapping ou la recommandation telle que formulée par le prix Nobel. Mais quand on parle de la compétence universelle en droit, ça va? Il s'agit ici, n'est-ce pas, c'est lorsque, n'est-ce pas, c'est quand les tribunaux d'un État ont la possibilité de juger des gens, quelle que soit leur nationalité, pour des crimes ou des délits commis en dehors du territoire de l'État A, et quelle que soit la nationalité des victimes. Ça veut dire quoi? Cette théorie ou bien ce principe donne la possibilité à un État de juger des personnes présumées auteurs des infractions, des crimes qui ont été commis en dehors de cet État. Et même si les victimes de 10 crimes ne sont pas des ressortissants de 10 États. Ça veut dire quoi? Par exemple, en RDC, il y avait des violations des droits de l'homme documentées par les rapports mapping, n'est-ce pas? Dans la formulation, la demande ou la recommandation du docteur Mukwege, selon lui, il demande à ce que les États européens, s'adressant aux députés, aux parlementaires européens, que les États européens puissent juger, donc arrêter et juger tous les présumés auteurs des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire tels que documentés par le rapport mapping des experts des Nations Unies sur la RDC. C'est ça son idée. Je pense que je me fais comprendre. Ça veut dire quoi? Si par exemple l'agent X des pays X est poursuivi pour violation de crimes, violation des droits de l'homme en RDC pendant cette période précise, que le docteur Mukwege, dans son entendement, dans sa compréhension, il demande aux juridictions, à la justice des pays européens de poursuivre cet agent-là, bien que les victimes ne sont pas des Européens. C'est nous les Congolais qui sommes victimes. D'accord? Et donc, il demande qu'il y ait une résolution qui sera prise au niveau de l'Union européenne pour cette fin. C'est ça sa demande. D'accord? Je poursuis en disant, la compétence universelle peut découler, n'est-ce pas, d'une convention internationale ou de la volonté unilatérale d'un État. On dit d'une convention, on parle d'une convention, de la compétence universelle selon la convention, lorsqu'une convention internationale est un traité,
n'est-ce pas, se porte sur la répression des violations des droits de l'homme. Par exemple, la Convention contre les crimes de génocide, c'est une convention des Nations Unies. Ça va? Cette convention, par exemple, pour la France, le cas de la France, on peut dire que pour certaines infractions prévues par les traités internationaux, donc la France peut, en vertu du principe de la compétence universelle, poursuivre toute personne présumée de violation des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, notamment les crimes de génocide ou d'autres crimes découlant, n'est-ce pas, des conventions internationales. C'est ce qu'il faut retenir. Ça peut aussi, la compétence universelle, peut aussi découler de la volonté unilatérale d'un État. Unilatéral en droit, ça veut dire, donc la volonté unilatérale, ça veut dire, un État prend une décision de manière unilatérale, donc d'autorité, d'office, seul. Parce que l'opposé de unilatéral, ça veut dire bilatéral. Donc un État s'engage seul à prendre une décision pour poursuivre une personne présumée dans des violations des droits de l'homme commises en RDC, tel que documenté par les rapports mapping. Ça, c'est la formulation ou la demande, la recommandation du docteur Mukwege aux députés européens. Nous venons de dire que la compétence universelle peut découler d'une convention internationale ou peut être une décision unilatérale d'un État. D'accord? Mais il faut noter aussi qu'il existe deux grandes catégories de compétences universelles. Elle est universelle. La compétence universelle peut être absolue ou relative. Maintenant, quand est-ce que la compétence universelle est absolue et quand est-ce qu'elle est relative? Elle est absolue lorsque le tribunal ou la justice d'un État X est compétent, n'est-ce pas, même si aucun lien juridique ne semble rattacher l'infraction au dit État. Ça veut dire en particulier le tribunal de cet État, l'État X, n'est-ce pas, juge des personnes qui ont commis des infractions, des crimes graves à l'étranger et ces personnes ne se retrouvent pas sur son territoire. Rentrons maintenant dans les faits. Des crimes ont été commis en RDC tel que documenté par les rapports mapping. Ce n'est pas en France ou en Belgique, c'est en RDC. Maintenant, en vertu de la compétence universelle, la Belgique ou la France, l'une ou l'autre, n'est-ce pas, peut décider de poursuivre les auteurs, émettre un mandat d'arrêt international et les poursuivre, les arrêter, les juger. Parce que ce sont des crimes graves, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ça, c'est la compétence absolue. Il faut noter qu'ici, ni les Belges, ni les Français ne sont pas des victimes, mais ce sont des Congolais. Il faut aussi noter que les faits ou les infractions, les crimes internationaux ne s'étaient pas commis sur le territoire belge ou français, mais plutôt en RDC. Et donc, la compétence universelle absolue permet à ces États, n'est-ce pas, de poursuivre. Il y a aussi, en revanche, la compétence universelle relative. La compétence universelle relative, contrairement à la compétence universelle absolue, n'est-ce pas, donne un lien de rattachement au pays qui va poursuivre les auteurs présumés. Ça veut dire quoi? L'auteur a commis les crimes en dehors du pays, mais il se retrouve, ou bien il se trouve sur le territoire, soit de la Belgique ou de la France. Selon cette théorie ou cette compétence universelle, universelle relative, le fait que l'auteur se retrouve sur le territoire français ou belge, ou bien norvégien, ou bien espagnol, cette personne fera l'objet d'arrestation. Et c'est ce que le docteur Mukwege demande. Maintenant, il faut maintenant analyser chaque théorie ou compétence universelle au cas par cas, et par rapport, n'est-ce pas, aux droits de chaque État. Rentrons en France. Qu'en est-il de la France?
En France, on dit que il y a les articles 689 à 689-13 du Code de procédure pénale qui précise que dans quel cas les tribunaux français possèdent une compétence universelle. Ça veut dire il y a des cas d'infraction, de torture, voire des conventions des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984. Donc c'est la situation au cours de laquelle, n'est-ce pas, ou bien qui montre les situations dans quel cas la France, par exemple, peut poursuivre exerçant sa compétence universelle. Ok? Mais aussi, il faut noter que sous certaines conditions, la personne peut être jugée par des juridictions françaises lorsque la personne réside en France. Ça, c'est un élément très important. Ok? Donc, je dis, sous certaines conditions, peut être jugée par des tribunaux français toute personne qui réside actuellement en France et qui à l'étranger a commis un crime relevant de la Cour pénale internationale. Ça veut dire quoi? Toujours selon cette compétence, lorsque vous avez commis les crimes en dehors, par exemple en RDC, et que vous résidez en France, et que ces crimes relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, voir ici les statuts de Rome, la France peut, n'est-ce pas, vous poursuivre. Mais il faut noter dans les cas sous examen, les faits qui sont contenus dans les rapports mapping, la plupart de ces faits ne sont pas vraiment, ne rentrent pas dans la compétence temporaire de la Cour pénale internationale, parce que le statut de Rome créant la Cour pénale internationale est entré en vigueur en 2002. Et je crois 2002. Mais ça juge à partir de 2001, entre 2001 et 2002 jusqu'en 2020. Donc ça ne peut pas aller à la période avant 2002 ou 2001. C'est ça la difficulté. Donc on essaie un peu d'exclure. À moins que les faits se soient commis en 2003. Or, le rapport mapping documente les faits allant entre mars 1993 et juin 2003. Donc légèrement cette période de 2002. Ça veut dire que la France peut se poursuivre. Rentrons aussi en Belgique. En Belgique aussi, la compétence universelle, n'est-ce pas, est d'application. Et d'application, oui, la Belgique a ce pouvoir de le faire. Comment? Dans les temps, la Belgique a exercé la compétence universelle. Et je cite à cette occasion l'affaire, la RDC contre la Belgique. Abdoulaye, il y avait un mandat d'arrêt international qui était décerné contre M. Abdoulaye Ndombassi, qui fut le ministre des Affaires, respectivement le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Éducation nationale en RDC. Il était poursuivi par la Belgique pour des propos haineux contre les Tutsis à Kinshasa en août 1998. Donc, parce qu'il les avait qualifiés de vermines. Souvenez-vous, après, quand il y a eu la formation, n'est-ce pas, du RCD, et quand on avait chassé les forces étrangères de Kinshasa, et ces dernières s'étaient repliées à l'Est pour créer les mouvements, la rébellion du RCD. Et partant, il y avait des propos, on commençait à pourchasser les éléments les Rwandais notamment. Et c'est à cette occasion que le feu ministre, l'ancien ministre congolais, je cite Abdoulaye Ndombassi, avait tenu ce propos, lesquels propos étaient considérés par la Belgique comme des crimes graves, parce qu'ils les avaient traités de vermines et qu'il faudrait les exterminer. C'est à cette occasion-là qu'un mandat était décerné par la Belgique en vertu de la compétence universelle. Bien sûr, l'affaire-là n'était pas concluante parce que la RDC avait opposé les immunités.
diplomatique, conformément à la Convention de Vienne sur les droits, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1963. Et donc, la RDC avait demandé que l'affaire soit rayée, et puis, en conséquence, il n'y avait plus de poursuites. Et donc, qu'est-ce que je voudrais expliciter ici? C'est la compétence universelle. C'est en vertu de la compétence universelle que la Belgique avait dû décerner le mandat d'arrêt international contre l'ancien ministre congolais Abdoulaye Ndombasi. Malheureusement, ce n'était pas concluant parce que la RDC avait opposé les immunités. C'est ça le problème. Donc, rentrons maintenant dans le sujet. Est-ce que vraiment, en proposant la compétence universelle pour juger les crimes commis sur le sol congolais est tel que documenté par les rapports mapping, pensez-vous que le docteur Mukwege ou bien les Européens vont-ils agir? Est-ce que c'est aussi une solution? Je pense que ce sera difficile. Ce sera difficile parce que, vous savez, les intérêts des États. Je ne vois pas vraiment, bonsoir Jean-Pierre Samuel, je ne vois pas vraiment la Belgique à l'état actuel, je ne vois pas vraiment la France à l'état actuel, je ne vois pas la Grande-Bretagne à l'état, la Grande-Bretagne est en processus, n'est-ce pas, de quitter l'Union européenne. Je ne vois pas donc les États membres de l'Union européenne de prendre des mesures, n'est-ce pas, de décerner des mandats d'arrêt contre des personnes impliquées. Surtout que la guerre en RDC, c'est aussi du business. Comme je l'ai expliqué, parlant de la mort prétendue du président rwandais, c'est un conflit qui implique plusieurs États. Les multinationales et les États, la famille Clinton impliquée, n'est-ce pas? Et donc, je ne vois pas à l'état actuel les États européens ou les juridictions européennes appliquer le principe, je pense, de la compétence universelle. Ok? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être que les choses peuvent changer, la donne peut changer au fur et à mesure, mais je ne crois pas. Si vous vous documentez, on va vous dire que le principe de la compétence universelle connaît des limites. J'ai cité la diplomatie. Je vais aussi citer certaines affaires. Il y a beaucoup d'affaires qui ont été déposées en Belgique contre des dirigeants de par le monde, notamment contre l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet, qui était un dictateur qui avait commis des crimes graves en Chili. Nous sommes en Amérique latine. C'était non concluant. Ok? La Belgique avait décerné un mandat d'arrêt international en vertu du principe de la compétence universelle. Ça n'avait pas abouti. Deuxièmement, il y avait un autre dossier relatif au feu président irakien Saddam Hussein. La Belgique aussi avait fait la même chose. Il n'y avait pas de résultat. On poursuit. Il y avait aussi un autre mandat d'arrêt international décerné contre le premier ministre israélien, le feu Ariel Sharon. Il y avait aussi un autre mandat décerné contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. C'était non concluant. Il y avait aussi un autre mandat d'arrêt décerné par la Belgique contre le chef de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, paix à son âme aussi. Ce n'était pas concluant. Et donc voilà qu'aujourd'hui, il n'est vraiment pas impossible mais difficile de penser que la compétence universelle pourrait être la solution, n'est-ce pas, pour réprimer les crimes commis en RDC tels que documentés par les rapports mapping. Je ne crois pas que ça serait une alternative. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires que je viens de citer qui ont montré que la Belgique n'a pas vraiment donné de bons résultats, à part une seule affaire, n'est-ce pas,
dans laquelle 4 Rwandais étaient condamnés, étaient poursuivis par la Belgique en vertu du principe de la compétence universelle. Une seule affaire où il y avait 4 Rwandais qui étaient poursuivis et condamnés par la Belgique pour les rôles qu'ils avaient joués dans les génocides de 1994 ou 1994. Et ces 4 Rwandais, ils se trouvaient sur le sol belge, vous savez, en Belgique, au moment du dépôt de la plainte. Et donc, ça nous pousse à dire quoi? Ça nous pousse à dire que, bien que la Belgique ou la France ont la possibilité de poursuivre les auteurs présumés de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, tel que documenté par les rapports mapping, il faut encore que ces auteurs se retrouvent en Belgique. Ça, c'est un élément important. Et donc, je ne crois pas que quelqu'un qui sait qu'il est présumé auteur, il est poursuivi par un mandat d'arrêt international, puisse encore voyager en Belgique ou en France ou dans les pays européens. Donc, ça apparaît vraiment contradictoire, ça apparaît vraiment absurde. Ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas intérêt, n'est-ce pas, à se déplacer dans ces pays-là. Et donc, cela dit, la compétence universelle, telle que formulée par le docteur Mukwege, n'a pas vraiment beaucoup de chances à réussir. Et que aussi, les autorités belges et françaises n'ont pas intérêt actuellement. Tout ce que ces pays peuvent faire, l'Union européenne, tout ce que les Nations Unies peuvent faire, c'est de soutenir le docteur Mukwege et les Congolais dans la lutte contre l'impunité. Surtout, ce sont ces États, c'est l'Union européenne qui a eu à décerner beaucoup de prix au docteur Mukwege. C'est les Nations Unies, n'est-ce pas, l'ONU, qui a eu à reconnaître le travail du docteur Mukwege et que ce dernier est en train de réparer les femmes, n'est-ce pas, qui sont des victimes des conséquences de la guerre. Et donc, je pense, sans craindre d'être contredit, que la seule façon, et ça contredit les docteurs, ou bien ça décourager le docteur Mukwege, je pense, en tant qu'un analyste indépendant, qu'il aurait moins de chances, n'est-ce pas, que sa demande soit reçue, trouver gain de cause. Tout ce que les pays européens se contentent de faire, c'est par exemple de faire des pressions, c'est de faire des messages, c'est de placer la photo du Dr Mukwege, par exemple en Belgique, à Bruxelles, pour lui apporter le soutien, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Parce que le docteur Mukwege, c'est quelqu'un qui défend les droits de l'homme, qui défend les femmes, des valeurs universelles. Ces valeurs qui unissent tous les pays civilisés. Mais au-delà de ça, où les aspects juridiques, il y a des aspects politiques. C'est pour cela, dans mon introduction, parlant de la prétendue mort du président rwandais, j'ai dit que pour comprendre le conflit en RDC et dans la région, il faut y aller par l'approche systémique. Il ne faut pas seulement voir la Belgique attaquer un pays, le Congo attaquer un pays, le Rwanda attaquer un pays. Il faut voir tous les acteurs qui sont impliqués dans le conflit. Et au niveau international, au niveau national et au niveau régional. Et au niveau national au Congo, les partis politiques, la société civile, les groupes armés, c'est cette dynamique, c'est cette totalité, cette globalité des choses qui vont te permettre de comprendre la situation. Je pense que je me fais comprendre par rapport à ces points-là. Je vais parler enfin de la question de ce qu'on appelle l'information sur
la mort des enfants. Il y a 4 enfants qui étaient morts, n'est-ce pas, au courant de cette semaine, à Massis, oui, qui devraient passer l'examen de fin des cycles primaires, TENAFEP, malheureusement, qui étaient tués. Nous sommes de cœur avec les familles. Ces actes sont encore des crimes. Les enfants sont protégés par la Convention sur les droits de l'enfant. Les enfants sont protégés aussi par la Constitution congolaise. Les enfants sont protégés par les conventions de Genève de 1949 et les 2 protocoles additionnels de 1972, je crois. Oui. Les enfants ne sont pas des acteurs ou des parties au conflit. Ça, vraiment, on déplore ces situations. Et je pense que l'UNICEF devra prendre des mesures en tant que l'organe des Nations Unies en charge des droits des enfants. Ces incidents vraiment doivent nous interpeller. Il y a aussi des rumeurs ou de prétendus viols de filles finalistes en RDC dans la province de ici, à Nouélé, ou Ouélé, dans la province, à Nessiro. Mais ici, il y a des informations contradictoires. Il y a des sources qui parlent des viols des filles, c'est pas 35. D'autres parlent, il n'y a pas de viols. Il y avait seulement le vol et les examens d'État. C'était bien passé. Ça, c'est la version de l'inspecteur principal provincial qui a fait cette déclaration. Il y a le Top Congo. Top Congo qui est aussi une source, c'est un journal au niveau de Kinshasa, qui citant les déclarations de l'abbé, un abbé catholique, n'est-ce pas, de la commission de justice de paix, qui avait des viols. Voilà, nous sommes en face des informations contradictoires, si bien que nous ne connaissons pas vraiment où est la vérité. Mais, si vous lisez dans la prunelle, le journal La Prunelle RDC Info, il y a une déclaration selon laquelle viol d'une élève à Isiro. Willy Bakonga s'est dit consterné et profondément choqué. Willy Bakonga, c'est le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire en RDC. Mais qui fait cette déclaration? Et ça veut dire quoi? Il y avait viol. Donc, je vais m'en tenir à sa déclaration, il y avait viol. Peu importe le nombre, 35, 25, il y avait viol. Viol de qui? Des filles candidates aux examens d'État. Ça, c'est grave. Maintenant, quelle est la question qu'il faut se poser? Moi, comme pour le cas de la prétendue mort du président rwandais, ici aussi, j'ai un autre son de cloche. Je me dis que, quelle était la nécessité de faire les examens d'État? Était-il nécessaire de les faire? Il faudrait déclarer l'année blanche. Depuis qu'il y a eu Corona, les enfants n'ont pas étudié. Moi, je pense que la décision du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, c'était une mauvaise décision. Il n'a pas su gérer, il n'a pas su vraiment prendre la décision au moment opportun. Quel était le bien fondé de pousser les enfants, les élèves à aller passer l'examen d'État et de pousser les enfants, les élèves à aller faire l'examen de fin de cycle primaire, TENAFEP? Tant qu'il est vrai que on n'a pas vraiment cette année scolaire, les enfants n'ont pas eu le temps d'aller à l'école pour étudier. Quelle était la nécessité? Moi, je pense que c'est une question qui doit nous faire réfléchir et les autorités congolaises doivent être conséquentes par rapport à ça. Alors, je pense, de mon humble avis, les autorités congolaises ont exposé les enfants
Et dans un pays sérieux, les enquêtes devraient être diligentées et pour, n'est-ce pas, établir les responsabilités à tous les niveaux. On a aussi suivi que dans les territoires de Mouinga, il y avait des crépitements de balles, des groupes armés Gemino, des groupes armés Android. Il y avait des chances de tirer des balles. Au moment où les élèves se préparaient, n'est-ce pas, s'apprêtaient pour passer les examens d'État préliminaires. Pourquoi envoyer les élèves dans cette zone? Moi, je pense que les dirigeants, les autorités n'ont pas été vraiment prudentes. C'était une mauvaise décision. À mon avis, il faudrait déclarer cette année blanche. Pourquoi les précipiter? Si, je ne crois pas que, même si les enfants vont passer l'examen d'État, même si les enfants vont passer l'examen de fin de cycle primaire, n'est-ce pas? Mais c'est pour où aller où? C'est pour autant qu'ils vont trouver du boulot, du travail. Vraiment, il n'y avait pas d'urgence. Déjà, vous êtes incapable de les prendre en charge. D'abord, d'assurer l'éducation, la gratuité de l'enseignement. Vous êtes incapable, après avoir terminé les études, de créer de bonnes conditions d'emploi. Mais vous vous précipitez tout de même à les forcer d'aller faire les examens. Pour quelle finalité? Moi, je pense que c'était une grosse erreur, n'est-ce pas, d'avoir maintenu la décision de passer des examens. Surtout dans les contextes aussi complexes de tensions. On tirait des gens à l'Est. Au moins chaque jour, vous étiez informé de cette situation. En commençant par Ituri jusqu'à Beni Butembo, on tue les gens. La situation sécuritaire vraiment est décriante. Mais vous décidez tout de même, n'est-ce pas, que les examens sont organisés. Et donc, il y avait une imprudence. Chers internautes, c'est par ces mots que j'ai conclu, n'est-ce pas, mon émission d'aujourd'hui. Je vais me résumer. Au sujet de la prétendue mort du président rwandais Paul Kagame, j'ai dit qu'il soit mort ou vivant, cela n'a aucun impact positif sur les conflits en RDC. J'ai soutenu ma position par la théorie systémique du problème d'analyse qui est basé sur les postulats selon lesquels tout phénomène doit être considéré comme un système. Donc, la mort du président rwandais ne peut pas mettre fin au système qui est mis en place, qui était conçu ailleurs. Donc, s'il est mort, on va le remplacer et tout va continuer. Deuxièmement, j'ai parlé de la théorie de la compétence universelle, telle que demandée par le docteur Mukwege au Parlement européen pour juger les crimes commis en RDC. J'ai dit que, en vertu de cette théorie, les juridictions ou les tribunaux européens, belges ou français par exemple, peuvent poursuivre les auteurs des crimes commis en RDC tels que documentés par les rapports mapping. J'ai dit que cette théorie, la compétence universelle peut être absolue ou relative. Elle est absolue lorsque, sans aucun rattachement au fait, ces pays arrêtent ou poursuivent les auteurs présumés. Que les auteurs soient ou pas sur leur territoire. Mais elle est relative lorsque la personne, n'est-ce pas, se retrouve sur le territoire de ces pays. J'ai aussi expliqué que la compétence universelle tire sa source, n'est-ce pas, dans une convention internationale, comme la Convention contre les génocides, c'est la Convention des Nations Unies, où ça peut tirer aussi sa source, n'est-ce pas, dans l'acte ou la volonté unilatérale d'un État. J'ai poursuivi en disant que la plupart des dossiers de la théorie, la plupart des dossiers, n'est-ce pas, n'ont pas été concluants parce que dans beaucoup d'affaires, les auteurs présumés n'étaient pas arrêtés. J'ai cité l'affaire de Laurent Gbagbo, j'ai cité l'affaire de Yerodia, j'ai cité l'affaire de Ariel Sharon, j'ai cité l'affaire d'Augustin
Augusto, n'est-ce pas, Pinochet, j'ai cité l'affaire de Yasser Arafat, et j'ai dit qu'il n'y a qu'une seule affaire qui a été concluante à Belgique, l'affaire des 4 Rwandais, ces Rwandais qui étaient arrêtés. Et c'est parce qu'ils se retrouvaient en Belgique. Et donc, pour les enfants, les femmes violées et les enfants tués, j'ai dit que c'était une mesure vraiment imprudente de pousser les enfants à aller passer des examens dans des situations sécuritaires vraiment qui n'étaient pas rassurantes. Merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes une chaîne indépendante. Nous faisons des réflexions pour vous aider. Nous parlons beaucoup de rapports mapping pour sensibiliser la population et le monde afin de prendre des responsabilités. Nous n'avons pas de penchant. Et si vous pouvez aussi, si vous voulez aussi intervenir, vous êtes les bienvenus chez nous. Nous vous disons merci de vous abonner à notre chaîne RDC Nouveau Départ. Nous sommes disponibles sur YouTube et sur Facebook. Merci beaucoup de partager nos émissions, de partager notre page. Merci beaucoup et à la prochaine.